Ah, Bon, ben, encore une personne. Bon, bonjour à tous et à toutes. Je suis Patrick Carpentier. Je suis le coordonnateur des communications et des projets à la Fédération des milieux documentaires. Bienvenue à cette activité de formation de la FMD3S. La formation d'aujourd'hui s'intitule Zotero, collaborer et contourner certains problèmes. Notre formatrice est Aimée Bergeron, bibliothécaire spécialiste en formation au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Elle a été diplômée de McGill en 2019 et a travaillé aux bibliothèques du CUSUM avant d'arriver au CHUM. Ses intérêts particuliers comprennent la simulation médicale, les soins infirmiers, la santé des populations LGBTQ2AI+, le codage, l'éthique et l'éducation des patients. Elle a aussi travaillé à la bibliothèque de Côte-Saint-Luc et la bibliothèque de Westmount avant de rentrer dans le domaine de la santé. Sans plus tarder, je lui laisse la parole. Merci, Patrick, et bienvenue tout le monde. Je suis super contente d'être là, ici parmi vous aujourd'hui. C'est la première fois que je fais une formation pour la FMD3S, mais peut-être pas la dernière fois. Je vais tout de suite partager mon écran. Bon, c'est ça, on a 1 heure aujourd'hui à regarder certains problèmes avec Zotero, contretourner certains problèmes, savoir plus comment collaborer suite à la très belle formation qu'on a reçue. Oups, je n'ai pas partagé le bon écran, je m'excuse. Ça revient. Oups. Bon, pardon, je suis plus habituée avec Teams. J'essaie de me retrouver. Comment ça, c'est le partage? Soit Patrick ou Micheline, ou Mélanie, je veux dire, est-ce que vous êtes capable de m'aider de arrêter? Oh non, je l'ai trouvé, j'ai trouvé le bar, c'est bon. J'ai 3 écrans là au travail, puis voilà, je me suis mêlée un peu, mais c'est beau. Alors, ici, je vais mettre ça à grande échelle. Là, est-ce qu'on voit mon écran en plein écran? Le PowerPoint, je veux dire. Arrêter le mute juste pour me dire un oui ou non, peut-être? C'est en plein écran, Amy. Excellent, bon, merci. Alors, en fait, même avant de commencer la formation, j'aimerais juste faire une mini-évaluation des besoins de ceux qui sont présents. Et c'est sûr que je ne vais pas vous voir tous, mais comme j'ai dit, j'ai 3 écrans, donc je vous ai de ce côté ici. Donc, j'aimerais savoir tout d'abord, est-ce que vous utilisez Zotero de base régulière dans votre travail? Je veux voir si les gens sont déjà familiers. Oui, OK. Donc, je vois des mains, des puces. OK, mais ce n'est pas tout le monde non plus. OK, bon, super. Par la suite, est-ce que vous utilisez EndNote régulièrement dans votre travail? Parce qu'il y a des différences importantes et intéressantes entre les deux, donc on va parler un petit peu. OK, il y en a certains. Ce n'est pas tous les établissements qui ont les fonds, les budgets pour EndNote, mais voilà. Et finalement, est-ce que vous avez accès à Medline ou d'autres banques de données via Ovid à votre établissement? Parce qu'il y a certains enjeux. Oui, super. Donc, c'est excellent. Good, good, good. Puis, on n'a pas reçu des questions particulières pour la formation d'aujourd'hui, mais j'aimerais juste vous poser ça peut-être de façon générale. Si vous avez des questions ou des enjeux en particulier avec Zotero, si vous pouvez le mettre dans le clavardage. Mélanie va m'aider un peu avec le chat, justement. Il y aura une période pour les questions, commentaires tout à la fin. Mais quand même, je vais prendre le temps par ici et par là de vous poser en fait des questions aussi, parce que je suis consciente que ce n'est pas une formation pour nos usagers, usagères. Vous êtes aussi des professionnels, donc je vais vous demander aussi comment vous faites. Donc, sans plus tarder, pour notre plan d'aujourd'hui, je vais me présenter très rapidement Zotero. J'ai mis une démo récapitulative aux besoins. Il semble que la plupart des personnes ici sont déjà familiers, donc je vais juste faire quelque chose de rapide. Après ça, je vais vraiment aborder 2 choses majeures. Donc, la collaboration avec des notes et des groupes partagés, ainsi que quelques limites, comment détourner quelques limites plutôt avec le champ de URL dans Zotero. Et par la suite, on aura une période libre de questions et discussions. Alors. Amy, pardon, on a une main levée. Ah oui, allez-y, si c'est une vraie question. Marsim01. Non, peut-être c'est juste une main levée de tout à l'heure.
D'autres questions? Non, super. Alors, c'est un logiciel de gestion bibliographique qui est gratuit. Donc, pour la plupart d'entre nous, on est déjà familier au moins avec EndNote ou Zotero. C'est important de savoir que Zotero existe depuis très longtemps déjà, depuis, je crois, les débuts des années 2000. Donc, ce n'est pas une solution qui vient d'être implantée qu'on va peut-être perdre avec une perte de fonds. C'est quand même bien établi, c'est gratuit, c'est source ouverte. Il y a une grande communauté de personnes qui travaillent là-dessus au niveau de développement, intégration, etc. Une autre chose que je montre toujours à mes usagers et usagères, c'est comment utiliser les outils de la navigateur ou du navigateur, je veux dire, pour traduire la documentation en français. Donc, simplement avec un clic droit. Je pense que probablement la majorité de vous ici, vous êtes déjà familier avec cette astuce-là, mais vous allez voir que j'ai mes captures d'écran du site web en français juste pour faciliter le flow et la compréhension un peu. Mais leur documentation est aussi super détaillée si vous avez besoin d'autres ressources par la suite. Je vais quand même faire une mini démonstration. Donc, ici, j'ai 2 onglets avec quelques résultats de PubMed et d'autres de Embase. Et j'ai ici mon logiciel Zotero. Je suis dans une bibliothèque partagée pour une démonstration, en fait, aujourd'hui. Donc, j'ai souligné le dossier où je veux ajouter mes références. Avec le connecteur Zotero, qui est une extension de navigateur, j'ai plusieurs extensions, donc sont cachées sous l'icône du casse-tête. Je viens ici au Zotero Connector et ça me permet de sélectionner plusieurs articles à la fois. Par défaut, il va afficher 10 résultats parce que c'est le défaut pour PubMed, justement, que ça va afficher toujours 10 à la fois. Et comme ça, je fais OK et presque tout de suite, ils sont intégrés dans ma bibliothèque. Tous les détails sont présents. Avec Embase, c'est un peu différent. On fonctionne un peu moins avec le connecteur. Normalement, on va faire une exportation directe avec le bouton d'exportation. Souvent, pour un autre, on prend un autre, mais pour Zotero, habituellement, on va prendre RES. Et dans ma pratique, je prends toujours tous les champs, donc le Complete Reference. Et je peux faire Export. Rendu dans Zotero, je fais Fichier, Importer. Je confirme que oui, c'est dans les formats soutenus. Je viens à mes téléchargements et c'est assez rapide par la suite de les intégrer. Par contre, j'ai beaucoup de fichiers dans mes téléchargements. Bon, voilà. Je confirme et arrive ici dans un nouveau dossier que par la suite, je vais pouvoir ajouter dans mon démo. Donc, ça, c'est le fonctionnement vraiment de base. Je voudrais juste montrer ça pour toute personne qui n'ont jamais touché à Zotero, au cas qu'il y a des personnes ici pour lesquelles c'est le cas. Alors, je reviens ici à ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions urgentes sur ce que je viens de montrer ou je peux poursuivre? Excellent. Alors, la collaboration. J'ai 2 grandes lignes que je vais discuter. Le premier, c'est d'avoir multiples profils d'utilisateurs. Encore juste par une vote de main levée, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà installé multiples profils d'utilisateurs avec Zotero? OK, mon collègue ici au CHUM, OK, je vois quelqu'un d'autre aussi, c'est super. Alors, on va discuter un peu qu'est-ce que c'est, comment on fait et pourquoi. Donc, en fait, les profils d'utilisateurs vont afficher dans une nouvelle fenêtre d'interrogation ici lorsqu'on clique sur Zotero pour l'ouvrir. Avant d'ouvrir le logiciel, ça va vous poser la question, c'est quel profil que vous voulez prendre. Et ce n'est pas la même chose que des groupes. Donc, si vous êtes déjà familière avec Zotero, ça nous permet d'avoir plusieurs groupes partagés pour collaborer et ce n'est pas la même chose. C'est vraiment tout ce qu'on voit dans notre compte ou dans le logiciel Zotero qui est associé à notre compte, donc mes choses personnelles et mes groupes partagés. Et ça me permet de changer ce profil. Une formation, excusez. Et ça me permet de changer ce que je vois dans mon logiciel sans devoir passer par le logiciel et changer mes informations pour la synchronisation. Donc, juste pour être certaine que c'est vraiment clair pour tout le monde, je vais reprendre mon fenêtre de Zotero ici.
Et sous Édition, Préférences, Synchronisation, je vois que je suis vraiment identifiée ici comme Amy Bergeron-Chum. Je peux aussi accéder aux autres comptes en dissocier le compte et à resynchroniser, mais c'est un peu chronophage et ce n'est pas tout à fait nécessaire. Si on utilise les profils multiples, les multiples profils, ça nous permet de le faire automatiquement. Et c'est possible sur Windows, Mac et Linux. J'ai vérifié. Je crois qu'au MSSS, on est plus ou moins tous Windows, mais si vous avez aussi des portables personnels que vous utilisez des fois pour le travail, c'est intéressant de savoir. Et ici, là, je vous ai montré vraiment le chemin pour retrouver les instructions parce qu'ils sont différents pour les différents systèmes d'opération, d'exploitation, je veux dire. Donc, encore, les captures d'écran sont en français, mais sous documentation, sous tirer le meilleur parti de Zotero, on accède à la base de connaissances. Une fois dedans, on défile aux sections Autres sujets, puis les instructions détaillées sont ici. Comment puis-je utiliser plusieurs profils dans Zotero? Et pour Windows, c'est vraiment juste une simple instruction ici qu'on copie et colle dans l'exécuteur de Windows. On fait Enter, puis une fois que c'est établi, on peut ajouter des profils, gérer nos profils, tout comme on a vu dans la fenêtre ici. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas simplement avoir plusieurs groupes partagés? Pour moi, le plus important, c'est que chaque compte, donc moi, Amy Bergeron-Chum, on a notre limite personnelle, si on ne veut pas payer, de 300 mégabytes. Je suis désolée, je ne connais pas le terme en français. Donc, cela veut dire que je peux avoir mes 300 ici, un autre pour ce groupe de travail spécifique, un autre pour la bibliothèque CHUM, etc. Donc, si on a plusieurs courriels, puis on peut toujours créer d'autres courriels avec Gmail, par exemple, ça nous permet d'ajouter d'autres informations. Les références en soi ne sont pas très lourdes, mais si on commence à ajouter des PDF ou d'autres sortes de références, oui, il faut garder un œil, il faut veiller sur notre stockage. Donc, la première question pour le groupe, est-ce que vous voyez d'autres avantages? Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles vous utilisez les différents profils d'utilisateurs avec Zotero? Je suis curieuse. Si c'est complètement nouveau pour la plupart des personnes, peut-être que ça ne va être pas par expérience réelle, mais est-ce que vous voyez d'autres avantages théoriques? C'est nouveau pour vous autres. C'est bien correct, on va poursuivre. Mais pour moi, d'après moi, c'est la plus importante. Ça nous permet vraiment de ne pas inquiéter sur notre stockage. Excuse-moi, Amy, j'aurais peut-être une petite question pour toi. Allez-y. Donc, je me présente Philippe Dodin du Sainte-Justine. C'est sûr que moi, je vois plusieurs avantages à avoir plusieurs comptes Zotero. Lorsque tu démarres ton Zotero, comment ça se montre à l'écran le choix de quelle base de données? Est-ce que tu as à faire cette sélection-là à chaque fois que tu ouvres ton Zotero ou c'est le dernier que tu as utilisé qui est là par défaut? Bien, il y a deux options. C'est une très bonne question. Donc là, j'ai quitté le logiciel, je l'ai réouvert et c'est vraiment juste la fenêtre comme ça qui apparaît. Par contre, c'est aussi possible d'avoir un compte de base. Donc, moi ici, je peux cocher « Use the selected profile without asking » pour que celui-ci soit celle qui ouvre toujours. Moi, personnellement, je travaille vraiment entre ces trois comptes-là. Donc, je préfère de voir toujours les choix. Donc, c'est vraiment juste comme ça. Puis, soit je clique 2 fois sur mon nom, soit je clique le bouton Start Zotero. Et là, ça va prendre le temps de synchroniser et tout. Je tiens à mentionner peut-être rapidement que si je change de compte, il y a quand même un petit délai pour le temps de synchronisation, tout comme si on avait fait de façon manuelle le changement de compte. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on attaque les notes pour collaborer? Super. Donc, les multiples profils, c'est plus pour nous, pour les techniciennes, les bibliothécaires, mais les notes peuvent servir beaucoup à nos usagers et usagères également. Amy, on a une question dans le clavardage. Oui, allez-y. Donc, je peux te la lire peut-être. C'est Francis Lacasse qui demande, est-ce qu'il faut une adresse différente par profil? Oui, parce que les profils font vraiment référence au compte Zotero.
Puis chaque fois qu'on crée un compte, je crois que ça demande une adresse courriel unique. Puis si on essaie de recréer un autre compte, ça va être refusé. Donc, en gros, oui, c'est vraiment un par compte. Parfait. Puis, il y a d'autres questions, mais on va pouvoir les poser par la suite à la fin, si tu veux. Super. Alors, on va procéder au groupe, mais on fait un petit recul pour voir les groupes partagés avant d'aller vers les notes, les annotations. Donc, sur Zotero, on peut créer 3 sortes de groupes partagés. La plupart du temps, je vais rester avec les groupes publics et fermés, soit pour moi, pour mes projets. C'est ce que je recommande aussi à mes usagères pour leur groupe. Ils sont créés sur le site web de Zotero et par la suite, ils sont vraiment intégrés ici dans les bibliothèques de groupe. Et ça nous permet de pas juste travailler tous ensemble sur les mêmes références, mais aussi on peut accéder à ces bibliothèques sur la version en ligne. Et je dois avouer que je ne me rappelle pas exactement si on avait montré ça pendant la formation en 2020. Mais justement, ça, c'est le logiciel. Ça, c'est dans le navigateur Chrome. Puis, on peut partager le URL pour partager la collection de ressources sans donner des pouvoirs de modification, ajout, etc. à n'importe qui reçoit le lien. Si la personne est un membre du groupe, elle peut travailler, ajouter des choses, annoter, etc. Mais si, par exemple, on a un projet au travail, mais on veut partager avec une association, avec un collègue externe à notre établissement, c'est aussi possible de partager très rapidement. Et c'est très pratique pour les utilisateurs, dans mon expérience. Et dans les groupes, ce que je veux vraiment concentrer, c'est quelque chose que j'ai commencé à enseigner peut-être il y a 2 ans quand j'étais au CUSUM. J'ai toujours vraiment aimé Zotero. Je suis comme vraiment une fan, un peu évangéliste avec le logiciel. Donc, il y a 2 sortes de notes. Il y a des notes indépendantes et des notes phi dans Zotero. Les notes indépendantes vont rester sur le même niveau que les articles ou les références dans le dossier. Et les notes phi sont vraiment des annotations particulières pour chacune des références. Et pour ajouter une note, on prend l'icône ici des notes, soit indépendantes ou une note phi. Et par exemple, ici, j'ai ajouté 2 notes phi, une note indépendante. Puis on voit vraiment avec les niveaux que celui-ci est indépendante. Pour ceux qui sont des notes phi, comme j'ai mentionné ici, c'est fictif, mais j'ai dit à ma collègue Marie, qu'est-ce que tu en penses pour l'introduction? Comme si on travaillait sur un article. Et sur un autre, j'ai dit peut-être pour l'autre projet, pour Dr. H. Et par la suite, j'ai ajouté la note indépendante pour Marie, pour qu'elle sache qu'il y a des notes à vérifier. Donc, en gros, ça peut faciliter les flux de travail avec les communications directes et ça peut remplacer des courriels. J'ai commencé à enseigner comme ça parce que j'ai vu beaucoup de groupes de travail, des petits groupes de peut-être 2 ou 3 personnes, où il y avait un lot de références peut-être à trier, puis une superviseure, puis peut-être 2 personnes, 2 étudiantes par exemple, faisaient le tri avec une autre personne et ça les permet vraiment d'annoter, ajouter des choses. Ah, je ne suis pas certaine pour celui-ci, qu'est-ce qu'on t'en pense? Des choses comme ça. C'est très pratique lorsqu'on utilise les dates, les initiales. Ça dépend un peu du flux de travail, mais c'est très, très pratique. Il y a 2 autres choses que j'ai fait avec les notes dans Zotero. Donc, le premier, c'est intéressant en fait que ça nous permet d'ajouter des captures d'écran, des images, de souligner. C'est vraiment un rich text editor, donc on peut ajouter des liens, on peut faire toutes sortes de choses dans les annotations. Et moi, réellement, je fais comme la prise de notes. En plus d'être responsable des formations à la bibliothèque, je fais des projets de bibliothécaires intégrés. Donc, moi, j'ai des groupes où je suis intégrée pour, par exemple, ici en simulation. Comme mentionné, c'est un de mes intérêts spéciaux en bibliothéconomie. Et je suis la bibliothécaire intégrée pour le pôle d'excellence en simulation ici au CHUM. Et on a ce projet où je n'ai pas eu juste à repérer des articles, mais à les présenter d'une façon un peu plus détaillée, de prédigérer un peu l'information pour le groupe. Donc, ça me permet tout de suite, je fais mes recherches, je commence à parcourir, à voir des choses intéressantes, je copie-colle et c'est vraiment beaucoup plus facile par la suite d'aller voir, repérer mes choses, mes points. Pour moi, je trouve ça beaucoup plus facile et comme ça, mes collègues aussi peuvent aller voir directement, ils n'ont
pas forcément besoin d'aller lire le texte intégral si moi j'avais déjà fait le travail d'avoir amené les choses salientes, les faits les plus salients. Une autre chose, c'est pas très joli, mais comme vous voyez ici, je copie aussi mes stratégies. Si je travaille rapidement et je veux juste comme tester des choses, c'est pas nécessairement ma stratégie finale très formelle, parce que pour ça, j'ai mes flux de travail aussi. Tu sais, normalement, je travaille dans Excel pour développer mon stratégie, mais si j'ai commencé à faire quelque chose rapidement et j'ai fermé le Excel, par exemple, ça me permet juste d'avoir tout ensemble et ou lorsque je veux partager la stratégie avec le groupe de travail. Ça ne sera pas nécessairement pertinent tout le temps, mais il y a certaines personnes qui veulent apprendre comment chercher. Donc, pour eux, c'est super riche de pouvoir aller voir, OK, ce sont les articles, ce sont les choses dans les notes qu'il y a mis à trouver, et voilà la stratégie. C'est intéressant avec ce terme-là. Peut-être ils ne vont pas être capables de faire, de dupliquer ce que j'ai fait le lendemain, mais quand même, c'est une façon pédagogique de partager ces points-là avec nos usagers et usagères. Et c'est une diapo que je montre toujours aux utilisateurs, utilisatrices aussi. C'est important d'avoir un certain encadrement. Et encore, ça, c'est plus avec les annotations personnelles, les remarques de l'équipe, qu'on faut se fier à certaines meilleures pratiques. Donc, utiliser les notes filles pour annoter les particularités de chacune des références. Utiliser des notes indépendantes pour aviser vos collègues qu'il y a des notes filles à lire. Toujours utiliser vos initiales et la date. Et d'établir un flux de travail explicite avant de commencer. Je veux juste élaborer sur un point, au cas qu'il y a des gens qui ne sont pas très, très habitués à utiliser ces champs dans Zotero, pour expliquer pourquoi c'est aussi important d'utiliser ces champs de notes indépendantes. Alors, je suis ici dans Zotero, dans le Demotion, mais je vais juste prendre la bibliothèque de la pôle de simulation. Mettons que je viens ici, je ne vois aucune note fille, aucune information supplémentaire pour moi. OK, si j'ai un livre, une page web, puis les autres sont des articles. Par contre, l'architecture de Zotero cache certaines informations. Donc, ils sont indiqués ici avec les petites têtes de flèches. Donc, ici, je vois que justement, oui, j'avais ajouté une note fille et il y a aussi une pièce jointe de PDF, mais par défaut, il n'y a pas de façon je n'ai pas encore trouvé une façon de faire en sorte qu'ils sont ouverts par défaut. Il faut vraiment les ouvrir. Et ce n'est pas toujours le cas que ça va être des choses intéressantes. Donc ici, chacun était des notes, des annotations que j'avais faites. Mais si on revient à la bibliothèque démo, on va voir ici que, on revient tout à l'heure, mais des informations de PubMed, lorsqu'on importe avec le connecteur Zotero, la donnée supplémentaire, c'est vraiment juste ça. C'est comme une capture de l'URL de PubMed. Alors, pour moi, je recommande toujours d'utiliser les deux, au moins que c'est toujours le cas ou que c'est bien établi, que je vais toujours vérifier pour les notes filles, etc. Donc, il faut juste faire attention de bien comprendre cela, pourquoi c'est recommandé de les utiliser comme ça. Bon. Est-ce qu'il y a des questions dans le clavardage avant qu'on revienne à la présentation? Super. Là, je vais parler des limites et comment détourner des limites. Puis ça, j'ai vraiment développé parce que ce sont les plus grands enjeux qui me frustrent le plus. Donc, je vais parler de PubMed et de Ovid. Alors, donc, comme je viens juste vous montrer, les informations de PubMed sont un peu cachées sous la référence. Et en fait, ici, ça va être forcément plus facile d'expliquer avec une démonstration en direct. Donc, j'avais préparé 2 dossiers ici. Donc, ce sont les mêmes références, mais ces références-là ont été prises avec le connecteur Zotero, comme je vous ai montré tout à l'heure dans le navigateur. Et si je viens sur une référence, je vais voir ici que j'ai le DOI. Donc, cela me permet d'ouvrir le lien et de charger l'article pour le lire.
mais ça n'ouvre pas dans PubMed. C'est vraiment sur le site web du Revue parce que le champ de URL est vide. Si je viens ici, je peux quand même l'ouvrir dans PubMed, mais c'est un peu moins fluide, c'est plus maladroit. Par contre, lorsqu'on fait une exportation de PubMed du format NBIB, qui est le format d'exportation de PubMed, on n'a même pas ça. Le champ d'URL va être simplement vide. On a quand même le DOI, mais ce n'est pas possible d'aller rechercher la notice bibliographique sur le site web de PubMed, à moins qu'on vienne ici sous Extra, puis on copie-colle le PMID pour le coller dans le URL, qui est quand même très long à faire. Amy, je m'excuse, je vais te couper. Il y avait une question qui est apparue un peu quand tu as commencé à parler de Francis, toujours. Dans le fond, la question, c'est lors de la création d'une note indépendante, est-ce que les membres du groupe sont notifiés? Non. Non, il n'y a aucune notification. Oui, j'ai reçu ces questions souvent, comme est-ce qu'il y a une façon de nous notifier de façon automatique, soit des nouveaux ajouts dans la bibliothèque ou des notes? À ma connaissance, non. Donc, c'est ça, le vrai flux de travail, c'est que si je sais que je vais faire toujours un tri tous les mardis et ma collègue va faire toujours son tri jeudi, on n'a pas communiqué, ou si je fais le tour, j'ai laissé une note indépendante, je peux aussi aller envoyer un courriel ou juste dire quelque chose sur Teams. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mélanie? En fait, il y en avait 2 au début de la rencontre. Je vais les poser. Peut-être que tu en as déjà parlé, mais en fait, il y avait une question d'Emmanuela qui parlait de stockage et collaboration. C'était juste un commentaire. En fait, je ne sais pas si Emmanuela voudrait approfondir sa question. Il y en avait une autre aussi de Vicky Tessier qui parlait d'inversion des noms, prénoms avec Embase. Donc, ça, j'inviterais les 2 personnes si elles ont la possibilité d'ouvrir leur micro, si elles veulent clarifier leur question. Pour ce qui est de moi, ben, on avait posé la question quels sont nos plus grands défis avec Zotero. Et j'avais saisi ça donc oui, c'est la question de stockage, de la limite, et notamment dans le cas de la collaboration. Donc, s'il y a partage, si on fait ça en collaboration, est-ce que les pièces jointes sont toujours synchronisées? Est-ce que les notes sont toujours synchronisées? Et j'ai remarqué que vous, dans les préférences, vous avez laissé cocher synchroniser avec pièces jointes. On sait que Zotero, il va stocker automatiquement sur le disque dur là. Dans son dossier par défaut, il y a les PDF. On a-tu besoin de synchroniser avec pièces jointes? Puis comment on fait, c'est ça, dans les groupes collaboratifs, avec la limite de stockage. Ça, c'est le plus grand défi, les questions qui reviennent le plus souvent dans notre cas. D'accord, d'accord. Oui, donc j'ai 2 réponses. Donc, tout d'abord, j'importe jamais les PDF. Donc, je décoche ça. Puis, en fait, je le montre aussi pendant mes formations Zotero. Je mentionne toujours qu'il y a une limite de stockage de 300 mégabits et qu'on a quand même le choix c'est de décocher ça pour ne pas avoir les PDF qui sont les plus lourds. Et si on a vraiment ajouté des PDF, si c'est important pour les flux de travail, justement, c'est vraiment là que les comptes multiples, votre compte personnel, le compte biblio, etc., le compte de projet, peut-être avec des courriels différents, c'est comme la façon majeure que j'ai trouvée pour détourner cet enjeu-là. Et aussi, lorsque je montre aux usagers comment, je vais juste reprendre mon fenêtre ici, comment créer des groupes, je me parle aussi du stockage. Donc, lorsqu'on vient ici au groupe, je vais le changer en français juste après. Donc, tu sais, ici, normalement, c'est celui-là. Je vais juste prendre des chiffres pour inventer quelque chose. Gig. Perfect. On crée le groupe. Puis, c'est vraiment ici qu'on peut modifier les paramètres au niveau des fichiers. Alors, si je veux, et souvent je fais ça lorsque c'est moi qui commence le projet, dépendant des besoins, mais si d'après moi c'est une simple recherche documentaire où on aura besoin simplement des références, je vais fermer complètement le stockage des fichiers. Ou aussi, on peut limiter que les administrateurs du groupe
seuls peuvent ajouter des PDF ou d'autres fichiers. Sinon, les autres membres du groupe qui ne sont pas des administrateurs vont pouvoir ajouter des références, mais pas des fichiers. Donc, il y a ces façons-là de gérer le stockage. Est-ce que ça répond un peu à la question? Même juste un peu sur une main. Et aussi, Oui, vous pouvez me merci. contacter après. Cool. Parfait. Puis, il y avait une autre question. Je vous écoute. Juste pour dire que quand j'utilise le connecteur Zotero avec Embase, je réinverse nom et prénom dans les références. Ah, OK. J'ai jamais utilisé le connecteur avec Embase, mais je vais faire des tests. C'est super intéressant. J'avais d'autres idées aussi pour la formation d'aujourd'hui, donc je vais noter ça peut-être pour un autre dans l'avenir, où je vais montrer peut-être comment personnaliser les styles, comment contretourner d'autres choses, là. Donc, si vous avez d'autres enjeux, vous voulez mentionner, me faites signe ou les ajouter dans le clavardage pour après. Super, on va pouvoir poursuivre. Bon, oui, c'est ça, j'étais en train de vous montrer les affaires avec PubMed. Donc, justement, c'est ça. Donc, la différence entre le connecteur, c'est que ça va amener le donné avec PubMed, mais de façon un peu cachée. Ou avec NBib, ce n'est pas exporté du tout. Et quand j'ai fait les recherches dans la documentation, donc il y a beaucoup de forums, questions, réponses de la communauté Zotero, la réponse majeure, c'est oui, mais ce n'est pas disponible via PubMed, donc c'est normal que l'URL n'est pas là parce que c'est vraiment disponible via les éditeurs. Pour moi, c'est un argument qui n'est pas très, très fort parce que nous, comme bibliothécaires, on veut aussi les notices bibliographiques de nos banques de données, qui est le cas pour d'autres banques aussi. Mais c'est comme ça qu'eux, ils l'expliquent. Je ne sais pas si dans une autre version de Zotero dans l'avenir, ça va changer. Mais c'est ça, il faut faire face à ça pour le moment. Donc, comme je dis ici, est-ce que c'est vraiment un problème? Comme je vous ai montré, nos usagers peuvent quand même accéder aux articles avec le DOI. Mais quand même, comme j'ai dit, si on veut avoir le pont au réservoir des liens avec les notices bibliographiques de PubMed, c'est intéressant. Et aussi, ça nous facilite le travail si on veut comme récolter les termes mèches. Donc oui, pour moi, c'est un peu un enjeu peut-être plus pour nous que pour nos usagers. Peut-être, possiblement. Donc, au niveau de mes recommandations, et ce n'est pas parfait, et encore, je suis vraiment ouvert à vos recommandations. Ça va être la prochaine question que j'aurai à vous poser. Mais si vous avez accès à Medline, privilégiez l'exportation de Medline via Ovid. Et vous pouvez utiliser le connecteur Zotero. J'ai mentionné que c'est plus pratique si vous n'avez pas beaucoup, des centaines d'articles à exporter et accéder manuellement aux notices bibliographiques de PubMed au besoin. Et si vous n'avez pas accès à Medline via Ovid, ce n'est pas tous les établissements qui ont accès, on va quand même passer avec le connecteur Zotero si c'est vraiment important d'avoir les liens PubMed et ou préparer un texte pour vos usagers et usagères avec les instructions pour repérer le texte intégral. Je pense que c'est pratiqué de façon très répandue, de toute façon, pour donner cette information aux usagers. Mais c'est ça, c'est une limitation de Zotero. Mais j'aimerais savoir si vous avez fait face à la même problème, si vous avez constaté du même enjeu, si vous avez d'autres façons. Comment est-ce que vous expliquez ça à vos usagers? Comment est-ce que vous gérez ça? Avant qu'on attaque à Ovid, si vous avez des commentaires, je serais très intéressée. Perso, je leur proposerais de reprendre le DOI, de créer une nouvelle notice complète avec l'icône de la baguette. Et là, la notice va être complète. Et s'il y a du texte intégral, ben, Zotero va le chercher automatiquement. Oui, c'est super. Et Francis? Moi, c'est peut-être moi là, qui n'est pas qui a des problèmes, mais disons que j'ai essayé avec PubMed, puis bon, moi, ce que je dis, si on travaille avec PubMed, je dis, ben, mettez vos références dans le clipboard, puis à la fin de votre recherche, vous allez pouvoir récupérer ces références-là. Mais si, quand on ouvre le clipboard, tout ça, on ne peut pas fonctionner avec le connecteur de Zotero. Ça fait déjà, c'est parce que je trouve que ça fait
pour une formation de zotero, j'essaie, puis peut-être d'autres personnes ont plus d'expérience, puis ils peuvent. Je trouve que ça fait beaucoup d'exceptions à expliquer aux gens. Leur dire, bon, si vous utilisez PubMed, ou quand vous naviguez avec Zotero, le gros plus, c'est le connecteur. C'est le fun, on peut faire ça facilement, on est sur une revue, on prend le connecteur, tout ça. Si on est dans PubMed, quand c'est tout sur la même page, il n'y a pas de problème. Là, quand on arrive avec le clipboard, là, il faut que vous exportiez, il va falloir que vous importiez dans Zotero, que vous trouviez votre fichier qui est sur le téléchargement, etc., pour aller l'importer. Je trouve que ça commence à devenir un peu complexe, surtout qu'après, là, il faut leur dire, si vous utilisez Ovid, là, vous êtes mieux d'utiliser telle autre fonction, vous êtes mieux de l'importer via RIS, puis si vous êtes sur Embase, vous allez avoir les noms inversés si vous n'utilisez pas le référencement. C'est ça, c'est que je trouve qu'il y a c'est compliqué, ouais. Puis c'est ça, dans un autre, je ne sais plus dans lequel, là, mais à un moment donné, s'il n'y a pas de volume, s'il n'y a pas de numéro, on a un numéro bâtard là, je pense que c'est le code de la revue. S'il n'y a pas de volumaison dans PubMed, disons, ou dans un autre, il va marquer toujours volume 1. Ça fait, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, 2 semaines plus tard, il sort sa référence à la bibliothèque, puis nous autres, on cherche le volume 1 d'une revue que ça fait 15 ans qu'elle est publiée, là, puis c'est plus rendu au volume 1. Là. Ça fait, je trouve qu'il y a beaucoup de... C'est ça que je trouve... Pour les formations, je suis un peu mal à l'aise. Je ne sais pas trop quelle voie prendre, arriver, puis dire quelque chose de global, puis de général, puis de ne pas rentrer, parce que je ne veux pas rentrer dans les spécificités de chacun, parce que là, on perd le monde. Mais si on ne leur dit pas, là, ils vont arriver avec des références que après 2 semaines, 3 semaines, ils risquent de même plus être exacts. Puis s'ils mettent ça dans un document, qui publie le document, puis avec des références erronées à la fin, c'est pas mieux non plus. Alors, c'est ça ma difficulté, je trouve. Oui, c'était avec quelle banque de données vous mentionné que ça prend volume 1? Ça, je n'ai pas catché complètement. Je vais vous dire, attendez, j'ai mon petit, j'avais ça ici. Dans Medline, c'est ça, attendez, je l'ai, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Mais ce que je fais généralement... Dans Medline, c'est ça. Si dans Medline, je sauve avec Save to Zotero. Là, quand il n'y a pas de volume, le volume, c'est égal à 1. Ah, OK, comme EPUB, Ahead of Print, ça va être volume 1, whatever. OK. Exactement. C'est intéressant. Ça fait là, on a toujours plein de références les plus récentes avec volume numéro 1. Ça fait intéressant. Là, puis dans Psych Info, même... autre difficulté, c'est encore vide, mais si on fonctionne on dit, on ne fonctionnerait pas avec le connecteur, je vais y aller par RIS, si on le télécharge, ceux qui n'ont pas de numéro, les références qui n'ont pas de numéro, à la place du numéro, c'est l'ensemble des sites de référence. Ça fait quelque chose qui n'a tellement pas d'allure que c'est ça, je trouve. Oui, c'est complexe. Pendant mes formations, je montre des choses très, très simples. Je n'entre même pas dans les chemins. Si X, ça va faire Y et tout. Je montre comment utiliser le connecteur, comment utiliser le bâton magique et comment exporter. Et s'ils ont des questions après, ils viennent me voir. Mais non, justement, ce n'est pas facile de choisir une approche universelle pour les formations. Ouais, merci pour le partage. Et je vous le mets de Vicky aussi. Oui, c'est juste que pour Ovid, je présume que vous allez le montrer, mais j'avais indiqué dans la fiche comment je faisais, moi, pour récupérer les URL. Puis là, je suis en train de tester si je peux faire la même chose avec PubMed et il semblerait que oui. Là, je n'ai pas eu le temps de me rendre jusqu'au bout, mais en exportant les résultats d'une page dans le format PubMed, je copie-colle le contenu dans le bloc-notes, je change le caractère PMID, trait d'union, par UR, trait d'union, espace, le début de l'URL. Ça se met partout. Puis après, théoriquement, si j'importe mon fichier, peut-être que ça marcherait, mais je n'ai pas eu le temps de me rendre jusqu'au bout. Mais comme correct, ça marche pour Ovid, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour PubMed. Je vais vous écrire, Vicky, parce que j'ai aussi essayé de voir avec les fichiers Mbib si je pourrais inventer un macro ou quelque chose pour changer de quoi. Donc, voilà, je vais faire un suivi avec vous, puis on va présenter ça ensemble à la prochaine formation.
Bon, écoute, j'imagine qu'il y aura d'autres questions, mais je vais poursuivre avec Ovid parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui touchent les deux. Puis à la fin, je pense que peut-être ça va être plus clair. Alors, la deuxième partie, mon autre enjeu majeur. Avant, pop quiz, encore par vote de main levée, est-ce que vous avez manipulé, c'est-à-dire ouvrir, lire, modifier, etc., des fichiers RIS dans le passé, soit dans Notepad ou autre? Quelques personnes seulement. Super. Puis, est-ce que vous utilisez des macros dans Word régulièrement? Juste comme gager si vous êtes déjà familier avec ça un peu ou pas vraiment. OK. Certaines personnes. Bon, super. Donc, je vais dire tout d'abord que je suis très privilégiée. Comme j'ai mentionné, je suis comme relativement tôt dans ma carrière comme bibliothécaire, mais les deux places où j'ai travaillé, on utilisait déjà ces outils-là. Donc, je me suis un peu plus mis là-dessus pour adapter des choses pour mes besoins. Et ça marche super bien. Donc, n'ayez pas peur. Si vous voyez comme une affaire, un bloc de codage que vous ne comprenez pas, c'est vraiment très normal. Voilà, on continue. Donc, l'affaire avec Ovid, c'est que lorsqu'on fait une exportation, tout d'abord, si vous n'avez jamais regardé un fichier RIS, je vais souligner certaines choses. Donc, ça, c'est un exemple d'une référence en particulier en format RIS. Je travaille souvent dans Microsoft Word avec les fichiers RIS pour exécuter des macros. Ils sont toujours structurés d'une même façon. Donc, il y a un chiffre. Le premier champ, normalement, c'est TY, puis c'est le type de référence. Et c'est un peu caché ici, mais ça termine toujours avec ER. Le ER, c'est vraiment la façon que le fichier signale que c'est la fin de la référence. Amy? Oui. Vicky a la main levée. Est-ce que c'est un nouveau mail, Vicky? Super. Et voilà. Donc, on voit que Ovid, le lien, le URL va être exporté dans ce champ ici, L2. De EBSCO, par contre, si vous travaillez avec EBSCO pour Signal ou Health Business Elite ou autre, ce n'est pas la même chose. Les exportations RIS, ça va être dans le bon champ, qui est UR. Il n'y a pas de problème avec EndNote parce que dans EndNote, si on importe un fichier comme ça, structuré avec les URL dans L2, ça va être compris. EndNote va faire la traduction et ça va être mis dans le bon champ. Mais ce n'est pas le cas avec Zotero. Tout simplement, ce n'est pas compris comme ça. Je crois que peut-être c'est mis dans un champ extra ou peut-être même c'est juste supprimé. Mais lorsqu'on arrive dans Zotero, je n'ai pas de URL. Encore, j'ai le DOI, mais je sais que le URL était là dans le fichier vers la notice bibliographique. Donc, si je veux garder ça, oui, c'est possible. Avec le macro, on peut changer toutes les instances de mention de L2 pour UR. Et comme ça, par la suite, lorsque je l'importe encore de nouveau, je vais voir le URL complète. Je m'attendais à que pas tout le monde avait de l'expérience déjà avec les fichiers RIS, les macros et tout ça. Donc, si vous êtes en train de paniquer parce que c'est quelque chose un peu hors vos compétences et que vous êtes déjà super pressé avec votre charge de travail, vous n'avez pas le temps d'apprendre Visual Basic, ne vous en faites pas parce que non, ce n'est pas du tout nécessaire d'apprendre ni de comprendre le Visual Basic pour utiliser les macros. Et en fait, je vais vous partager dans le clavardage tout de suite un fichier. Donnez-moi un instant. Et je vais essayer aussi d'envoyer ça par la suite à ceux qui le demandent. Je ne sais pas si ça serait possible peut-être de diffuser sur le site web de la FMD3S après ou vous pouvez me contacter. Mais c'est un document Word que je viens juste d'envoyer avec des en-têtes pour montrer, bon, ceci est la version simple. Il y a aussi une version avec proxy. Amy, je vais demander à ce qu'on l'ajoute dans la page du partage des ressources sur le site de la FMD3S. Ben oui. Je vais faire ça. Super, merci. Et encore, j'ai vraiment compris ça. J'ai adapté des choses de mes collègues du CUSUM et CHUM. Donc, ce n'est pas moi qui a tout étudié le Visual Basic pour faire tout cela. C'est des adaptations très simples. On avance. Donc, si vous ne connaissez pas les macros, qu'est-ce qu'ils font, comment ils fonctionnent,
grosso modo, ça va exécuter comme un genre de codage qui va faire un rechercher et remplacer. Donc, encore, ça va remplacer le L2 par le UR. Et si vous avez le genre de proxy, donc pour accès à distance, je pense que c'est surtout pour les universités. C'est un préfixe de proxy. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Et il y a un exemple très concret dans le document Word que j'ai envoyé. C'est aussi possible de créer un macro adapté pour Zotero avec le préfixe de proxy. Et aussi dans le document, je vous ai partagé le page de Microsoft, créer ou exécuter un macro. Je vais juste minimiser quelque chose. Donc, vous allez peut-être vous poser la question, est-ce que ça, c'est le Link to External Resolver quand je parle d'un préfixe de proxy? Mais malheureusement, non. Ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas encore trouvé une façon de corriger ça. Donc, si vous n'êtes pas certaine de quoi on parle, ici, on va revoir notre fameux code RIS. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, le ER signale, son fonction, c'est de signaler au logiciel de gestion de références bibliographiques que c'est le fin d'une référence. Et c'est vraiment par la suite, entre les références, que Ovid va coller les liens vers le texte intégral. Donc, encore, c'est normalement le même lien qu'on retrouve dans le champ L2. Et tout de suite après, il n'y a même pas un espace, mais ça va être Link to the External Link Resolver. Puis ici, c'est un exemple du CHUM. Pour nous, c'est Serial Solutions, puis on retrouve tout le chemin. Ce qui fait en sorte que c'est très difficile pour moi. Je n'ai pas encore vu comment, trouver comment. Peut-être Vicky, vous allez m'aider là. J'ai l'impression que vous êtes bonne avec ça. Vraiment comme cibler le deuxième instance de HTTP, peut-être j'ai des idées de comment cibler la bonne partie, de fractionner, de changer le ER pour que ça soit compris dans Zotero. Parce qu'un autre, en contraste, il comprend. Encore, je pense qu'ils ont travaillé pour personnaliser ça avec les banques de données majeures pour que, pas juste que L2 est compris comme le URL comme il faut, mais il comprend aussi que d'autres URL peuvent suivre même après le ER. Donc, je vous lance l'invitation pour tous ceux qui sont présents, pas juste Vicky. Si vous aimez le codage et vous voulez travailler pour décortiquer les possibilités avec moi, vraiment, contactez-moi, ça me ferait plaisir. Le mois prochain, en fait, je vais commencer un cours avec Library Juice sur Python. Donc, peut-être ce n'est pas une possibilité avec Visual Basic, mais peut-être avec Python, je ne sais pas trop. Ça a l'air d'une petite affaire, mais je pense que ça peut amener vraiment, ça pourrait être vraiment enrichi ensemble, comme la communauté, le réseau au Québec, on peut solutionner cette problématique avec Ovid. Mais j'aimerais savoir aussi si vous avez encore la même question qu'avec PubMed un peu, si vous avez, vous autres, trouvé d'autres façons de régler le problème ou de faire des remplacements des URL avec Ovid, si vous avez jamais remarqué dans le passé que c'était un problème et qu'est-ce que vous faites pour le régler? S'il y a des commentaires par rapport à ça. Bon, pas de problème. C'est votre temps de me lancer n'importe quelle question, commentaire. On peut partir des discussions. Et je suis très ouvert à que vous vous répondiez. Là, donc, je n'ai pas toutes les réponses. Je sais qu'il y avait d'autres questions dans le clavardage. Oui, on peut commencer avec Vicky. Je vais juste laisser mes coordonnées sur l'écran pour ceux qui veulent en noter. Allez-y, Vicky. Juste mentionner que la fiche Zotero dans le répertoire de partage de ressources, donc il y a le truc du L2 qui est mentionné, mais il y a aussi le fait de mettre, remplacer la chaîne de caractères, le TY à mettre GUR au lieu de ELEC. Ça peut sembler être du chinois, mais c'est une façon de faire en sorte que justement, quand les informations bibliographiques en lien avec les numéros et tout ça disparaissent puis que c'est vu comme une page web, on le ramène, on le force sous la forme d'un article de revue et on récupère ces champs-là. Donc, c'est le genre de transformation que je suggère dans la fiche et je le fais par interface. Donc, s'il y en a qui ont eu ces problèmes-là, moi, je passe toujours par le bloc-notes. Et puis, il suffit vraiment de copier-coller parce que j'ai même été mettre le nombre de caractères d'espace dont il faut tenir compte pour faire comme il faut les remplacements. Mais ça permet de corriger certaines choses qui se présentent qu'on veut importer. Super, merci. Vicky, vous êtes à quel établissement si je veux vous contacter après?
CIUS de la Mauricie du centre du Québec. Cool. Excellent. Mélanie, est-ce qu'il y avait d'autres questions qu'on n'a pas encore répondues dans le clavardage? Il vient d'en avoir une j'arrive pas à voir le nom, je suis désolée. Est-ce que plusieurs personnes peuvent se connecter simultanément au même profil de compte Zotero? Oui. Oui, ça se fait. Il n'y a aucune restriction. Ouais. Donc, on pourrait être plusieurs sur le même compte. Ben, c'est ça, le même profil pour accéder au même compte, travailler en même temps. Mm-hmm. Je recommande toujours, s'il y a plusieurs usagères qui travaillent sur la même collection, de faire les synchronisations manuelles un peu plus souvent. La synchronisation se fait automatiquement après chaque ajout, théoriquement, mais des fois, j'ai vu des petites lacunes, des petits délais. Donc, c'est pratique si je sais qu'on va être deux en travaillant sur le même projet en même temps de faire, bien, pas juste de faire deux choses différentes pour ne pas dupliquer notre travail, mais aussi juste de faire les refresh là, avec la synchronisation, souvent. D'autres questions, commentaires, d'autres choses que vous voulez savoir pour l'avenir avec Zotero? Est-ce que ça vous intéresse d'apprendre comment personnaliser les styles bibliographiques, par exemple? Francis, est-ce que c'est une question ou une réponse? C'est plus une réponse. Moi, je trouve ça très intéressant, les styles, parce que nous, on essaie de faire un style, disons, X pour les références soit numérotées, qu'il y ait le résumé, bon, puis que s'il y a des liens qui mènent vers le document, qu'il puisse y avoir le lien, tout ça, ça fait donc, je trouve ça un peu plus complexe dans Zotero que dans un autre là, de bidouiller là, dans les codes là, de Zotero. Là, je vais admettre que... Oui. C'est plus user-friendly hein, dans EndNote de personnaliser. Encore plus, juste une vote de main levée. Est-ce que vous utilisez des styles personnalisés avec EndNote? Est-ce qu'il y a des gens qui sont habitués à faire ça dans les flux de travail pour les rapports de recherche? Oui, c'est quand même assez répandu. Oui, c'est ça. J'ai commencé à adapter des styles quand j'ai arrivé aussi au CHUM. Puis j'ai fait une style personnalisée à date, puis j'ai eu une demande d'une collègue de faire adapter une autre. C'est un peu lent, mais j'ai commencé à être un peu plus à l'aise avec l'interface de modification des styles. Si vous n'êtes pas intimidé par le codage, c'est intéressant juste d'aller voir à quel point c'est difficile. Mais c'est ça, si on a comme quelques personnes qui sont intéressées dans le sujet, ça serait intéressant pour moi comme un but à long terme, peut-être de créer un style qu'on peut adapter, de montrer comment faire ça. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 6 minutes pour la formation. Est-ce que vous avez appris? Oui, excuse, je vais juste faire un petit commentaire. Là. Il y a des gens qui ont dit que oui, ils étaient intéressés pour les styles, là, ce que tu viens de parler. Donc, on a les oreilles ouvertes. Ça donnera peut-être lieu à une suite. On est déjà à notre deuxième formation sur Zotero. Ça va peut-être en donner une troisième. Oui, c'est ça. Dans une autre 2 ans, là, je vais développer les choses puis je vais vous repartager tout ça. Oui. Bien, c'est super. Je voulais juste savoir, là, un dernier vote de main levée. Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui? Ou est-ce que c'est des choses que vous avez déjà toutes vues? Oui, OK. Bon, super. Juste des fois de voir comment d'autres établissements fonctionnent, des autres astuces, les façons qu'on décontourne. J'ai trouvé ça super intéressant aussi d'entendre de vous autres les petits astuces que vous avez ou vos enjeux aussi. C'est super riche. Et j'adore ça, en fait, d'être dans le réseau, dans la FMD3S. Je trouve ça formidable qu'on organise ce genre d'échange, de formation. C'est vraiment le fun de faire la formation entre pairs. Donc, vraiment, merci de m'avoir invité. Je pense que là, je vais partager, je vais arrêter mon partage pour nous permettre de dire nos derniers mots visage à visage. Face à face, est-ce qu'on dit ça en français? Peut-être pas. Face to face, OK. Face à face, c'est bon. Face à face, voilà. Écoutez, il vous reste quelques minutes pour poser des questions, mais je veux déjà te remercier, Amy, pour cette super formation. Moi, en tout cas, j'assistais, je regardais le chat, mais j'assistais avec un œil de quelqu'un qui l'utilise depuis peu et c'est sûr que moi, j'ai appris plein de choses. Alors, je voulais vous rappeler que, dans le fond, la formation est enregistrée. Donc, d'ici peu, on va pouvoir vous faire suivre le lien pour l'avoir et pour
pour la revoir. Et là, je vois qu'il y a une main levée. Il reste 2 mains levées. Je ne sais pas si c'est des interventions ou si c'est des... on a oublié de baisser les mains. Est-ce que Francis et Philippe, vous avez un point à rajouter? Si on voit les... Oui, moi, Oui. Merci beaucoup, Amy, pour cette présentation. C'est moi, un des défis justement que c'est vraiment le fait que, compte tenu que Ovid, c'est une plateforme qui a un connecteur et qui a plein de bases de données qui n'ont finalement pas encodé totalement de la même façon, c'est sûr que qu'on va faire l'importation, que ça va poser des problèmes. Donc là, moi, si j'ai bien compris ta façon de travailler, donc tu vas aller chercher ton RIS, voir quelles sont les différences entre ceux-là, puis tu utilises les macros pour faire ces modifications-là, c'est ça? Exactement, oui. Donc, j'ai mon flux de travail où je vais transformer, c'est ça, je vais exporter, ouvrir rapidement dans Word. En fait, Microsoft Word, c'est mon programme de défaut pour ouvrir des fichiers RS. J'ai trouvé ça juste plus facile parce que je les manipule souvent. J'exécute mon macro avec 2 clics, puis après ça, j'importe dans Dosotero. Ouais. OK. Puis, donc, c'est ça, parce que donc là, j'imagine que ce serait probablement la piste de solution à envisager pour voir comment on pourrait. Parce que j'avoue que les noms qui s'inversent dans Embase, c'est extrêmement embêtant. C'est sûr qu'il y a toujours la possibilité de faire le clic droit, inverser nom-prénom qui est offert par Zotero directement dans. Mais bon, ça marche pour le premier, comme ça on peut trouver les doublons, mais après ça, quand il faut faire tous les noms comme ça à la mitaine, ça commence à être assez intense. Oui, Donc, oui. s'il y a une piste de solution pour trouver une manière de régler ça, ça serait plus par là que tu considères. Oui, c'est ça. Je vais investiguer ça. Je n'ai jamais remarqué de ce problématique avec Embase, donc ça m'intéresse à suivre. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une dernière petite intervention? Il est 13 heures, mais il nous reste comme quelques minutes. On peut dépasser un petit peu, mais je pense que les gens ont pas mal écrit leurs commentaires dans le chat. Donc, pour terminer, encore une fois, merci beaucoup, Amy, pour cette formation et je vous dirais de rester à l'affût pour les annonces des prochaines activités du comité de formation de la FMD3S. Alors, je vous souhaite une bonne fin de dîner et bonne journée. Merci. Merci à tout le monde de votre participation. Bonne journée. Bye.